Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer à parler de l'emprise des pervers narcissiques. Euh, Aujourd'hui, on va se demander comment on peut faire quand on a compris qu'on était en couple avec un ou une pervers narcissique, mais que dans un premier temps, on n'a pas le choix que de rester avec cette personne. Donc ça peut être à cause des enfants qu'on a en commun, ça peut être parce qu'on n'a pas de boulot, ça peut être parce qu'on est tellement obsédé par l'autre qu'on sait que de toute façon on n'a pas l'énergie de le quitter ou de la quitter. Et bien qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors je vous rappelle qu'on ne peut pas être heureux dans une relation qui est comme ça, pathologique, qui est centrée sur la manipulation perverse. On ne peut pas être heureux, ça ne sera jamais serein. C'est ça qu'il faut se dire, le pervers narcissique, il reste dans son fonctionnement. C'est comme ça qu'il... Je suis pas sûre que ce soit de l'amour d'ailleurs, il est sans doute pas capable d'aimer, mais en tout cas c'est comme ça qu'il est en lien. C'est un lien pathologique. Donc l'idéal c'est évidemment de partir, mais c'est facile à dire. C'est facile à dire, c'est pas parce qu'on écoute 3 vidéos avec quelques conseils qu'on va pouvoir partir facilement. Il faut être indulgent avec soi-même. C'est pas facile quand on comprend qu'on est victime. On a du mal à l'admettre d'ailleurs. On a beaucoup de mal. On regarde des vidéos et on se dit mais oui, c'est ça, c'est moi. On en parle avec des copines, on réfléchit et c'est pas si simple. Donc une fois qu'on a un petit peu des doutes, et ben on peut être un peu dans l'observation en fait. C'est pas facile de partir. Donc, on va observer un petit peu le jeu de l'autre. Comme on a compris que c'est un jeu, et ben quand l'autre est dans la dépréciation et dans la culpabilisation, quand au contraire il redevient enjôleur et qu'il embobine tout le monde, et ben là on observe. Et là on ne subit plus, juste on est acteur en fait là. Là on reprend un peu les rênes. Et du coup ça diminue évidemment l'emprise. Donc je vous rappelle que le pervers narcissique ou la pervers narcissique, il y a autant de personnes manipulatrices féminines que masculines. Donc le pervers narcissique, il prend votre souffrance comme une preuve d'amour. Plus vous souffrez, plus il voit que vous pleurez, vous êtes malheureux, plus il pense que vous l'aimez et qu'il a le contrôle, le pouvoir. Donc son seul lien, puisque je ne suis pas sûre qu'il soit en capacité d'aimer, c'est cet attachement toxique, ce lien toxique. Donc la victime, on a vu qu'elle n'était pas consciente au début, en tout cas, d'être victime. Bien sûr que non. Et avec le temps, et avec l'observation, avec le regard des autres, avec peut-être le travail d'un psychologue, eh bien, il y a un peu ouverture des antennes. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand la victime a des doutes? Quand la proie a des doutes qu'elle est sous emprise et qu'elle est manipulée, et bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, mon conseil, c'est de prendre de la distance. Donc, pas toujours facile, vous me direz, quand on vit ensemble et qu'on a des enfants. On observe. On devient spectateur de ce qui se passe. On prend du recul. En fait, comme si il y avait un film qui se jouait devant vous. Et là, vous vous détachez affectivement, si possible, et vous essayez de revivre la scène en disant, voilà, il a fait ça. Il a dit ça. Et comme vous comprenez maintenant les mécanismes du jeu pervers, ben vous allez pouvoir mettre la pratique en adéquation avec la théorie que vous venez de comprendre. Ça peut être intéressant de prendre un petit carnet. Donc vous prenez un joli petit carnet que vous cachez bien évidemment. Et ça va être votre carnet à situation. Donc on met la date, on met en gros la situation, l'événement ou le non-événement, puisque je vous rappelle que des fois il y a crise avec un non-événement, et les réactions. Les siennes, les vôtres, et le dénouement. Et voilà, et vous écrivez toutes ces situations de vie. Et puis un jour, ce petit carnet va vous être utile, d'accord? Pour vous remémorer. Parce qu'on oublie. On oublie ce qui s'est passé. Et heureusement d'ailleurs, sinon on devient fou. Donc, et quand on se remémore,
et ben là, ça peut aider à prendre l'élan pour peut-être partir. On observe les mécanismes. Les mécanismes, c'est toujours le même. C'est un jeu pervers. C'est je te rejette, tu t'accroches, tu t'éloignes et je te reséduis. Et c'est comme ça en permanence. Donc quand on relit ce petit carnet, après coup, on voit la toxicité du lien et la répétition des mécanismes d'emprise. Ça peut aider. Alors évidemment, on peut se faire suivre en thérapie. Ça permet d'avoir un vrai recul sur la situation. En tout cas, un travail d'introspection ne peut être qu'intéressant. Ça peut passer par la lecture de livres, par du temps où vous vous retrouvez seul avec vous-même pour essayer d'avoir ce fameux, je parle souvent de ce mot, de discernement. Comme si en fait c'était une amie à vous qui vous racontait. Votre meilleure amie vous raconte ce qui se passe, vous allez avoir des conseils et vous avez envie de lui dire sauve ta peau quoi. Et bien appliquez-vous ça à vous. Alors dans la mesure du possible, comme je dis, il y a des fois c'est beaucoup plus dur de partir. En tout cas, on peut se faire aider. Le terme de pervers narcissique, il peut être effectivement galvaudé. Il y a des pervers narcissiques des fois un peu partout. Sauf que l'intérêt de tout ça, c'est que maintenant on en parle. Donc il y a des associations qui peuvent vous aider. Les CMS, les centres médico-sociaux, on ne le sait pas. Souvent on ne le sait pas. Ils sont libres, ils sont gratuits. Et il y en a un obligatoirement près de chez vous. Vous tapez centre médico-social et il y en a un près de chez vous. Et il y a des assistantes sociales qui vous accueillent et qui vous expliquent ce qu'on fait quand on a besoin de partir, quand on est dans des situations extrêmes. Hein, parce que le pervers narcissique, quand il voit que vous vous éloignez, il peut devenir violent. Ou elle peut devenir violente. Hein. Il y a des femmes qui peuvent être très très violentes aussi. Hein. Il y en a autant des PN chez les hommes ou chez les femmes. Donc quand on a des enfants, qu'on n'a pas de boulot et qu'on n'a pas de logement, il y a des associations qui peuvent aider. Alors c'est pas simple. En tout cas, on peut être dans une phase de transition. Cette vidéo aujourd'hui, qu'est-ce que je fais si je reste? Si je reste, je sais que je ne vais pas être heureuse ou heureux, c'est sûr. Mais en tout cas, ça peut être une transition. Pour mieux préparer ma liberté future. Quand j'ai des doutes sur ce jeu de pouvoir, je remémore ce carnet de souvenirs. Et là, j'essaie de retravailler l'estime de soi. J'avais fait une petite vidéo sur l'estime de soi. J'essaie de retravailler ça et de me recentrer sur moi. Parce que vous êtes quelqu'un de bien. Et on oublie qu'on est quelqu'un de bien quand on est pris au piège d'un PN. On oublie qu'on a des ressources. On ne sait plus. Et on n'arrive plus à poser ses limites. Donc petit à petit, quand on va comprendre qu'il y a des mécanismes, on va être moins sous emprise. Du coup, l'estime de soi, elle va de nouveau augmenter. On va réussir à poser ses limites et on va plus accepter l'inacceptable. Donc, quand on n'a pas le choix de partir, on peut être dans une phase de transition. Mais en tout cas, on a l'impression qu'on ne subit plus. On ne se fait plus avoir. Au fond, nous, on comprend ce qui se passe. On comprend le mécanisme. On voit qu'on n'est pas parano. On voit qu'on n'est pas insupportable. On voit que le problème ne vient pas de nous, en fait. Et donc, on reprend sa liberté. Et l'autre, il voit qu'il ne contrôle plus. Alors, on ne se justifie plus face aux attaques. On voit bien que de toute façon, plus vous vous justifiez, plus il faudra justifier. Et plus de toute façon, l'autre comprend que ça marche et vous redemandera de vous justifier. Donc, c'est infernal. C'est complètement infernal. Donc, si je n'ai pas le choix que de rester, j'essaie de ne plus subir. Je deviens plus lucide. Je suis plus dans l'idéalisation. Parce que souvent, on idéalise l'autre et on pense que l'autre est quelqu'un de très fort. Ouais. Il est très fort, il est stable dans ses convictions. Et l'autre, il n'est pas fort du tout, hein, on l'a vu. Hein, il est extrêmement fragile, sauf qu'il masque ça. Et puis, évidemment, on va être moins proche, moins tendre. On veut plus nier ses valeurs personnelles. Donc, on revoit sa famille, on revoit ses amis, plein de gens qu'on n'avait plus vus. On reprend ses activités, on reprend sa vie sociale. Et on passe du temps avec soi-même. C'est ça qui va vous faire vous reconnecter à vous et vous donner la niaque pour partir. En vous disant que vous êtes évidemment quelqu'un et quelqu'un de bien sans lui, et bien au contraire.
Je vous rappelle qu'en général, la victime, au fur et à mesure de l'histoire, elle devient de plus en plus déprimée, de plus en plus perdue. Et bien à l'inverse, là, on va essayer de reprendre petit à petit de la confiance, du plaisir, de l'envie de vivre, etc. On va se renourrir de pulsions de vie. Et du coup, l'autre, eh ben, il va en avoir de moins en moins, puisqu'il prenait les vôtres, il n'en avait pas en lui. Se retrouver avec soi-même, c'est super. Sortir du brouillard, en fait, d'un espèce de truc confus en permanence. Parce qu'en fait, quand on est victime d'une histoire, d'un lien amoureux comme ça, pathologique, hein, avec un ou une PN, eh ben, on a une altération de ses capacités cognitives et émotionnelles. Donc ses capacités de penser, on pense plus comme avant, on n'y arrive plus. Et émotionnel, on est complètement perdu dans ce qu'on ressent. On ne sait plus ce qu'on ressent. Il y a un vrai dérèglement. Et bien là, on reprend pied. Quand on comprend qu'on est victime, même si on ne peut pas partir tout de suite et qu'on est obligé de rester, eh bien, on voit qu'il y a de l'incohérence. D'accord ? Ça peut être un tremplin pour fuir. C'est la seule issue possible pour avoir la sérénité, de toute façon. Il n'y a pas le choix. On est obligé de fuir. Alors, si je reviens à mon petit carnet, on n'hésite pas à écrire « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Ou bien quand vous vivez une situation, après le conflit, vous posez la question à froid. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Ah, j'ai envoyé un SMS à ma meilleure amie. Ok, et donc ça l'a mis dans une colère dingue parce que lui ou elle faisait autre chose. Et alors, voilà, j'ai juste fait ça. Donc, je prends du recul. Est-ce que je suis responsable de cette situation ? Voilà, il a fait une crise, est-ce que je suis responsable ? Est-ce que ça arrive souvent ? Voilà, ces 3 questions-là, elles sont importantes. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Est-ce que je suis responsable de ce qui s'est passé ? Est-ce que ça arrive souvent ? Et au fur et à mesure qu'on relira le carnet, on se rendra compte en fait de toutes ces incohérences. Parce que c'est très facile de s'en rendre compte pour les autres. Souvent, quand on écoute les vidéos, on se dit « bah oui, évidemment, mais bien sûr ». Sauf que quand on est confronté, quand on est dans l'affectif, dans l'amour, dans le lien, eh ben, on n'a plus le recul. Voilà, on essaie d'avoir de l'observation et du détachement. Alors, j'espère que tous ces petits conseils vous seront utiles. La prochaine fois, on verra qu'est-ce qu'on fait pour partir, quand on a décidé de partir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir les prochaines notifications des prochaines vidéos, de partager si ça peut aider, de liker éventuellement si ça vous a intéressé, et puis n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis à vous, de votre vécu, de vos expériences. Toujours riche de partager. Je vous dis à bientôt, bonne journée.